Bonjour à tous, on se retrouve en cette troisième partie d'après-midi pour une conférence avec Olivier Ezac, fondateur de Le Bon Coin, pour une conférence que j'ai nommée Retour sur les origines du leader des sites des petites annonces dans l'Hexagone. Donc, Monsieur Ezac, je vais vous laisser la parole. On a 1 heure pour mener cette conférence. Allez-y. Bonjour à tous, ravi de participer aujourd'hui à ce rendez-vous. C'est toujours intéressant d'essayer de revenir sur les origines d'un projet, de comprendre ce qui a fonctionné, de comprendre ce qui a permis de le faire grandir. Donc moi, je vous parle depuis le Brésil aujourd'hui. Je suis installé au Brésil depuis maintenant 6 ans. J'ai quitté le Bon Coin il y a il y a 6 ans, quand j'ai décidé de bouger au Brésil. Et j'ai passé 10 ans à faire grandir ce projet. Donc, j'étais le premier employé du Bon Coin. Au début, j'étais directeur général de moi-même. C'était une grosse responsabilité puisque quand on a lancé le projet, il y avait une technologie, puisque le Bon Coin, c'est le petit frère d'un site suédois qui s'appelle Blocket. Donc il y avait une technologie qui fonctionnait déjà en Suède, mais il a fallu l'adapter à la réalité du marché français. Il n'y avait pas de marque, personne ne connaissait le Bon Coin, bien évidemment, puisqu'on ne s'était pas encore lancé. Il n'y avait pas de contenu. Et pour un site de petite annonce qui est un lieu où les gens se retrouvent pour acheter et vendre des produits, bah, c'est toujours un petit peu problématique quand il n'y a pas de contenu. Et puis, il n'y avait pas de modèle économique. On ne savait pas vraiment comment on allait gagner de l'argent. On savait comment nos grands frères suédois gagnaient de l'argent. Hein. Ils demandaient aux personnes qui voulaient passer une annonce, vendre un produit sur la plateforme, ils demandaient des frais d'insertion. Mais comme on se lançait assez tard sur le marché français, qui avait déjà beaucoup d'acteurs, on s'est dit, si il faut payer pour nous essayer, alors que personne ne nous connaît, ça va être un petit peu compliqué. Donc on s'était lancé gratuitement en disant, au moins les gens n'auront pas à payer pour nous essayer. Ça sera une barrière qu'on aura levée. Et puis on verra, en fonction du succès d'audience du site et de la manière dont les choses se développent, on verra comment on va pouvoir développer un modèle économique. Donc des débuts où on savait qu'on avait quelque chose qui fonctionnait parce que ça avait été déjà testé et validé en Suède, mais j'avais entre les mains quasiment une feuille blanche où il a fallu tout inventer. Aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est quasiment un nom commun, tout le monde l'utilise. Je crois que le dernier record d'audience a été battu il y a 15 jours où un dimanche pluvieux, il y a près de 20 millions de personnes qui se sont connectées en même temps sur Le Bon Coin. C'est un Français sur 3, donc c'est vraiment un outil de la vie quotidienne. Mais quand on se replonge en 2005, au début de l'aventure, personne ne nous connaissait. Et c'était Le Bon Coin, c'était pas le nom d'un site internet, c'était pas le nom d'un projet de start-up, c'était le nom d'un bar tabac qui était au coin de la rue dans beaucoup de villes et villages de France. Et donc il a fallu qu'on construise quelque chose autour de cet imaginaire. Au début, c'était pas très facile de se dire qu'on lançait un projet de technologie avec une marque qui était plus le nom d'un bar tabac que d'un projet de technologie. À l'époque, pour avoir l'air d'être un projet de technologie, il fallait avoir 2 O dans son nom. Il fallait s'appeler Yahoo, il fallait s'appeler Google, il fallait s'appeler Quelcou. Et nous, on a choisi de prendre un nom qui, en fait, représentait exactement le service que l'on proposait. Parce que quand on regarde d'un peu plus près, qu'est-ce que c'est que Le Bon Coin? C'est un site de petites annonces. Et qu'est-ce que c'est que la petite annonce? C'est un papier qu'on colle sur la caisse de la boulangerie à côté de chez soi pour dire qu'on peut donner des cours de maths à des élèves de collège, qu'on a une portée de chiots et qu'on vend les chiots, ou qu'on veut se débarrasser de son frigo. Donc c'est quelque chose de proximité, c'est un endroit où on se rencontre et c'est un endroit où on fait des bonnes affaires. Et finalement, quand on essaie de refaire l'histoire, on s'aperçoit que la marque Le Bon Coin, qui au début faisait un petit peu vieillotte, en fait, elle incarne parfaitement le service que l'on proposait, c'est-à-dire que c'est à la fois un lieu de rencontre, c'est le café du coin, c'est à la fois un lieu chaleureux et c'est un point important où on fait des bonnes affaires et où les gens se retrouvent. Et cette logique de proximité, cette logique de rencontre,
c'est vraiment dans le cœur du service que propose Le Bon Coin. Et je pense que notre marque, qui au début n'avait pas de signification, a vraiment incarné le service et un des éléments clés du succès grandissant qu'a connu ce projet. Euh, donc voilà aux origines. La deuxième chose qui me semble importante de mentionner sur les origines du Bon Coin, on se remet en 2005. C'est une période où je crois que je parle principalement à des étudiants. Il y a 15 ans, vous rentriez en CP, vous étiez en primaire. L'accès à la technologie a beaucoup, beaucoup évolué. À l'époque, pour se connecter à Internet, il fallait utiliser un modem. Les pages chargeaient très lentement parce que le débit Internet était excessivement bas. On parle de la 5G maintenant. À l'époque, on était en première génération. Donc le débit était très compliqué. Il n'y avait pas de téléphone portable, du moins pas de smartphone. Donc tout se faisait sur un ordinateur et finalement, on s'adressait à un public qui était déjà assez expert en informatique parce que, comme ce n'était pas une expérience très facile, la connexion était lente, c'était un univers très techno, le grand public n'était pas du tout présent. Et puis qu'est-ce qui s'est passé 2005-2006, c'est l'essor du haut débit, de l'ADSL, qui a démocratisé énormément les usages Internet. Et Le Bon Coin a surfé sur cette vague de démocratisation en partant d'un principe simple. Il a dit, on s'est dit, il faut qu'on ait une interface qui soit excessivement simple pour s'adresser à des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un ordinateur, qui n'ont pas l'habitude d'aller sur Internet. Et à l'époque, il y avait déjà des sites qui proposaient des services équivalents, et notamment eBay, c'était un des 10 plus gros sites de France en termes d'audience. Mais eBay, c'était compliqué. Il fallait créer un compte, il fallait s'identifier quand on faisait des transactions. Les transactions, c'était des enchères, donc il fallait suivre le processus. Et puis quand on avait trouvé un produit qu'on aimait, on n'avait pas forcément la meilleure enchère. Donc on ne remportait pas forcément l'enchère et on ne repartait pas avec le produit qu'on avait trouvé. Et Le Bon Coin, on a pris contre-pied complet en disant il faut que ça soit très simple. Donc la page d'accueil du Bon Coin, qu'est-ce que c'est? C'est la carte de France divisée en régions, parce que chacun sait où il habite. Je clique sur ma région et je trouve tout de suite des produits. Et ensuite, j'ai un moteur de recherche tout bête qui me permet de choisir une catégorie ou de rentrer des mots-clés pour chercher exactement le produit que je veux. Je n'ai pas besoin de créer de compte. Pour contacter la personne, je clique sur un lien ou j'ai son numéro de téléphone qui apparaît pour pouvoir la contacter directement. C'est-à-dire qu'on a fait une expérience utilisateur qui était adaptée à la réalité de l'époque, c'est-à-dire beaucoup de gens qui arrivaient sur Internet, mais qui n'avaient pas encore l'expérience de l'informatique pour utiliser des services sophistiqués. Donc je pense que c'est un deuxième point également qui explique beaucoup du succès du Bon Coin, c'est l'effort permanent que l'on a fait sur la simplicité du site. C'est d'ailleurs quelque chose qui est resté une blague récurrente. Le Bon Coin, on s'enorgueillait, on était très fiers d'être le site le plus moche de France, et parce que finalement, ce n'était pas notre priorité. Quand on parle de design, il y a deux écoles qui s'opposent. Il y a l'école italienne ou l'école latine, où l'objectif c'est de faire de beaux objets. Et puis il y a l'école scandinave, où l'objectif c'est de faire des objets fonctionnels qui répondent à l'usage. Et les origines suédoises du Bon Coin expliquent beaucoup ça. Nous, on a toujours travaillé sur le design fonctionnel, avoir quelque chose qui soit très simple à utiliser. Et je pense que le meilleur exemple de ce design fonctionnel scandinave, c'est l'étagère Billy d'IKEA, qui est certainement pas la plus belle étagère du marché, mais c'est celle qu'on a tous dans notre maison, parce que c'est ce dont on a besoin quand on cherche une étagère. Et Le Bon Coin est dans cette logique-là, c'est-à-dire c'est une interface qui est très simple, où on ne se pose pas tellement de questions, on trouve très vite ce que l'on est venu chercher, et c'est l'objectif de toute plateforme de mise en relation, c'est de faciliter la vie des gens et de faire en sorte qu'on ne soit pas un problème pour des personnes qui vont chercher à vendre ou à acheter tout type de produit, mais qu'on arrive avec une solution. Donc ça, je pense que c'est un deuxième point important, c'est-à-dire si aujourd'hui dans la salle, il y a des personnes qui sont en train de réfléchir à lancer un projet, pour moi, il y a deux points importants, c'est définissez bien les valeurs de votre projet.
quel est le service que vous rendez. Et dans le cas du Bon Coin, bah, cette marque-là reflète ses valeurs et parle de proximité, parle de rencontres, parle de bonnes affaires. Et c'est ça, finalement, qu'on vient chercher sur un site de produits d'occasion. Et puis, la deuxième chose, c'est également de se dire, c'est très difficile de faire simple, mais c'est là-dessus qu'il faut mettre le plus d'efforts, parce que plus vous simplifiez votre proposition, plus vous la rendez accessible et percutante pour un public aussi large que possible. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. En parallèle à ça, je pense que ce qui a énormément porté la croissance du Bon Coin, c'est la prise de conscience très forte de nous tous que nos modes de consommation devaient évoluer. Et je pense que c'est une des choses dont les équipes du Bon Coin sont le plus fières, c'est d'avoir largement contribué à développer des modes de consommation plus durables, à développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, à développer tout ce marché des produits d'occasion et de la seconde main. Aujourd'hui, toutes les grandes enseignes de distribution ouvrent des rayons de produits d'occasion, ce qui montre à quel point c'est rentré dans la culture. Et je pense que le Bon Coin est un des acteurs qui a le plus contribué à ce changement de mentalité en permettant à tous de vendre des produits dont ils n'avaient plus l'usage, mais qui étaient toujours fonctionnels. Le Bon Coin, en ayant adopté un modèle gratuit, a rendu possible le fait de vider son grenier sur Internet et de gagner un peu d'argent avec des produits qui prenaient la poussière au fond du grenier, et de remettre en circulation des objets qui étaient un petit peu oubliés. Donc, grâce au Bon Coin, il y a beaucoup de gens qui ont fait un grand nettoyage de printemps dans leur garage, dans leur grenier, ou qui se sont dit, je ne sais pas quoi faire de ces objets. Et plutôt que de les amener à la décharge, ils les ont remis sur le marché. Et la grande découverte, ça a été qu'il y a des gens qui étaient intéressés pour ces objets-là. Parce que on a tous une relation très particulière avec les objets qui nous entourent. Il n'y a pas uniquement un lien d'usage, il y a également un lien très affectif. Et ce que Le Bon Coin a mis en valeur, c'est que cette économie circulaire, cette économie des produits d'occasion, en fait, c'est une économie qui nous rappelle pourquoi on a créé des villes, pourquoi on s'est regroupé en société. On s'est regroupé en société pour échanger. Je savais travailler le bois, mais j'avais besoin de blé pour faire mon pain. J'ai changé un meuble que j'avais fabriqué contre du blé pour pouvoir fabriquer mon pain. Donc je le fais à l'ancienne et de manière très synthétique. Mais finalement, le Bon Coin, c'est revenir à ces fondamentaux de nos sociétés où je vais faire des échanges avec mes voisins, des transactions avec mes voisins. Et je vais m'apercevoir de deux choses. Un, qu'il y a plein de merveilles et de trésors qui sont cachés juste à côté de chez moi. Ça, c'est la première des choses. Et que je n'ai pas forcément besoin d'aller acheter du neuf pour trouver des objets qui correspondent à mes besoins. Ça fait des milliers d'années que les hommes produisent des produits, et donc on a un stock énorme de produits déjà prêts à la consommation et qu'il suffit de réutiliser. Et puis la deuxième chose, on s'aperçoit que c'est une expérience qui est très différente d'aller acheter un produit à un autre particulier, d'aller acheter un produit en magasin. Pourquoi ? Parce que le particulier, il est attaché au produit avec lequel il a vécu pendant un certain temps. C'est souvent un produit qui est lié à une passion. On va prendre l'exemple d'un appareil photo d'occasion. En général, le vendeur de l'appareil photo d'occasion, on connaît pas mal sur la photo. Et l'acheteur, il achète un appareil photo parce qu'il a envie de développer sa passion. Et ce qui fait qu'on a des discussions qui sont extrêmement intéressantes. On n'est plus dans une relation commerciale, on est dans une relation humaine. Et je pense que également, on s'aperçoit que c'est un élément qui a expliqué pourquoi le Bon Coin a connu un tel succès. Parce que non seulement on fait des bonnes affaires, non seulement on gagne de l'argent avec des produits dont on ne savait pas quoi faire. Dans le cas de l'acheteur, on trouve le produit qu'on voulait beaucoup moins cher que s'il était neuf. Et puis en plus, on fait une rencontre merveilleuse.
avec un acheteur ou un vendeur qui partage un centre d'intérêt commun. Et je pense que c'est un des éléments très forts. Hein. Le Bon Coin a permis de se rendre compte que nos voisins étaient des gens formidables. Et dès le lancement du Bon Coin, on a reçu des dizaines et des dizaines de témoignages de personnes qui nous disaient merci à vous, non seulement j'ai trouvé le produit que je voulais à un prix défiant toute concurrence, mais je me suis fait un nouvel ami. Dans certains cas, c'était même, je me suis marié avec la personne que j'ai rencontrée, j'ai fondé une famille avec la personne que j'ai rencontrée autour d'une transaction. Et on s'aperçoit que la technologie, qui est souvent perçue comme un média extrêmement froid et extrêmement déshumanisé, dans le cas du Bon Coin, c'est un média qui crée du lien parce qu'une transaction, c'est forcément physique. Les gens se rencontrent, les gens discutent. C'est des produits d'occasion, donc pour savoir quel est le juste prix, il faut l'avoir dans les mains, il faut parler avec l'ancien propriétaire pour comprendre à quel point l'objet est usé, utilisé ou à quel point il est en bon état. Et tout ce dialogue-là, ça crée du lien social et ça crée de la confiance et ça crée une expérience qui va bien au-delà de la simple expérience d'acheter un produit. Donc, quand on regarde les choses, sur le succès du Bon Coin, il y a des choses qui sont liées à la stratégie qu'on a adoptée, la marque que l'on a choisie, le design que l'on a choisi. Et puis, il y a des choses qui sont liées à l'ère du temps. Et un succès d'entreprise, ça ne se programme pas. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à du contexte que l'on ne maîtrise pas. Mais finalement, quand on lance un produit au bon moment, qui répond au contexte de la société, et ça crée des trajectoires telles que celles du Bon Coin. Donc, deuxième point très important, la technologie, c'est un créateur de liens. La technologie, c'est un moyen de changer des modes de consommation. Hein. Je pense que le Bon Coin en est clairement l'illustration. Et c'est pas uniquement une interface froide, c'est quelque chose qui est extrêmement humain. Pourquoi? Parce que derrière chacune des annonces du Bon Coin, il y a un vendeur. Chacune des appels, chacune des mises en relation faites par le Bon Coin, ça met en relation deux personnes qui vont se rencontrer souvent autour d'une passion commune ou autour d'un objet qui fait du sens. On a beaucoup d'anecdotes là-dessus. Hein. Je vous parlais des rencontres, je vous parlais des mariages, mais quelque chose qu'on entendait beaucoup aussi, même dans le cadre de ventes un peu plus engageantes, hein, des personnes qui vendaient leur maison et qui nous disaient merci Le Bon Coin, grâce à vous, j'ai vendu ma maison, mais surtout je l'ai vendue à une personne qui, je sais, va bien s'en occuper. Et ça montre à quel point on a une dimension affective dans nos rapports aux objets, parce que finalement, si je déménage, si je vends ma maison, je vais la laisser derrière moi. C'est également un apport financier qui va me permettre d'acheter ma nouvelle maison, donc c'est une dimension importante, et on pourrait se dire que peu importe la personne à qui je vends, ce qui m'importe, c'est de pouvoir vendre ma maison. Et on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, on avait des témoignages de personnes qui nous disaient j'ai rencontré la personne qui va bien s'occuper de la maison où j'ai passé 5, 10, 15 ans de ma vie, où j'ai grandi, où mes enfants ont grandi, et que cette dimension-là est également extrêmement importante. Donc, je trouve que dans les enseignements qu'on peut retirer d'un succès comme celui du Bon Coin, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est de se dire que, au fond, pourquoi les personnes s'approprient un nouveau produit, un nouveau service? Un, ça répond à un besoin, bien évidemment, mais deux, ça parle à leurs émotions et ça va au-delà d'une simple relation commerciale entre une marque, un service et des utilisateurs. Et je pense que c'est pour beaucoup de personnes qui sont en train de travailler sur des projets quelque chose à garder en tête et de se dire comment j'arrive à sortir d'une pure relation commerciale et comment j'arrive à créer entre ma marque, mon produit, mon service et les utilisateurs que je souhaite convaincre un lien qui est beaucoup plus fort et qui va leur permettre de devenir des ambassadeurs de votre marque, d'en parler autour d'eux et de contribuer par là même à la croissance et au succès futur de votre marque. Donc ça, deuxième point important, hein, après
un certain nombre de choix faits par l'entreprise. Il y a des éléments de contexte qui font qu'une société va grossir plus ou moins bien. C'est savoir être dans l'air du temps, savoir identifier ses tendances, savoir surfer sur ces vagues-là qui va vous aider à faire grandir votre projet. Je pense qu'il y a un troisième élément qui me semble très important également à présenter, c'est que un projet, c'est un projet collectif. C'est un groupe de personnes qui se réunit pour créer quelque chose et qui a envie de faire des efforts pour que ça marche. On va prendre l'exemple de l'événement aujourd'hui auquel on participe. Je ne sais pas combien il y a de personnes à l'organisation, mais il y a sans doute une trentaine, une quarantaine de personnes qui, depuis des mois, travaillent sur cet événement, qui ont défini la ligne éditoriale de l'événement, qui se sont dit, on ne peut pas le faire en physique parce qu'on est tous coincés par le confinement. Comment fait-on pour que cet événement ait lieu? Donc, ils ont défini leur stratégie. Ils ont contacté des interlocuteurs, ils ont essayé d'avoir un line-up qui soit aussi intéressant que possible par rapport au public qu'ils souhaitaient faire venir. Ils ont fait de la publicité et c'est tout cet effort collectif, chacun a participé à monter cet édifice. Et c'est tout cet effort collectif qui fait qu'aujourd'hui, on a un événement qui est en ligne et qui, je l'espère, sera un grand succès. L'histoire du Bon Coin, c'est la même chose, et l'histoire de beaucoup de projets, c'est la même chose. Quand on regarde un petit peu les mots qu'on utilise pour parler d'un business, il y a des mots qui reviennent souvent. C'est une compagnie, c'est une société. Et qu'est-ce que ça veut dire? Une compagnie et une société, c'est un groupe de personnes qui, finalement, mettent leur énergie en commun pour un projet commun. Et je pense que c'est une dimension extrêmement importante dans le succès d'un projet. Un projet, ça naît toujours dans la tête de quelqu'un. Le fondateur, c'est celui qui a la vision, qui a dans sa tête ce qu'il veut construire. Mais il n'arrivera jamais à le faire tout seul. Et il a besoin de fédérer des gens autour de lui. Et de partager sa vision, d'expliquer ce qu'il veut faire, et puis de trouver des personnes qui vont faire avec lui. Mais c'est le succès du Bon Coin, c'est avant tout un succès collectif, c'est avant tout un succès d'intelligence collective, c'est-à-dire que chacun a porté sa pierre à l'édifice, et c'est tout un cheminement. Quand j'ai lancé le Bon Coin, je ne recevais pas de candidature spontanée, puisque personne ne connaissait cette marque, il n'y avait pas d'audience, il n'y avait pas de modèle économique. Je suis très redevable aux premières personnes qui ont été assez folles pour rejoindre le projet. Pour rejoindre un projet qui avait le nom d'un bar tabac, qui proposait des services gratuits et qui ne savait pas comment on allait gagner de l'argent. Et qui n'avait pas de contenu à proposer alors qu'on était une plateforme de vente et d'achat de produits. C'est ces petits grains de folie des premières personnes qui ont rejoint le projet, qui ont cru qu'il y avait quelque chose à construire derrière, qui sans doute, au même titre que moi, avaient vu que c'était certainement un moyen de changer les modes de consommation et de créer de l'échange entre les personnes, qui ont voulu croire à cette utopie, qui s'est montrée plus qu'une utopie, qui s'est montrée une réalité, et qui ont permis la croissance du projet. Et aujourd'hui, le Bon Coin, je pense que le service RH est débordé par les candidatures spontanées qu'ils reçoivent. Tout le monde a envie de participer à cette aventure-là. Il y a 15 ans, quand on s'est lancé, c'était beaucoup moins le cas. Les personnes ne connaissaient et si vous êtes en train de monter un projet, sachez que les personnes qui vont rejoindre le projet, ce ne sera que des personnes qui auront un petit pet au casque. Il ne faut pas être tout à fait normal pour se dire tiens, j'ai le choix entre une société qui est installée et un truc où je n'ai pas compris ce que c'était, il n'y a personne, mais j'ai vu de la lumière et je crois qu'on va pouvoir changer le monde comme ça. Il faut avoir un pet au casque, mais c'est cette folie initiale
qui crée les plus belles histoires. Je pense que les autres personnes qui vont intervenir au long de la journée ont des anecdotes similaires à partager, de se dire, voilà, pourquoi y croire quand le projet n'est pas encore existant? Et ben, c'est cette énergie, cette folie, cette volonté de changer les choses qui est un élément important. Et je pense que vous tous porteurs de projets, gardez ça en tête et soyez redevables aux premières personnes qui vous diront oui, je crois en ton projet et je vais t'aider à le monter. Donc, une fois de plus, des choix, des éléments de contexte et une expérience collective, un vrai projet humain finalement, puisque une société n'avance que grâce au cerveau et aux mains des personnes qui vont la construire. Et dans cette mesure, il y a un élément qui me semblait également très important à partager avec vous, c'est de se dire, une société, c'est un organisme vivant, et comme tout organisme vivant, il faut respecter les temps de croissance. C'est-à-dire que si ça grandit trop vite, il y aura un problème d'équilibre. Si on essaie de mettre la charrue avant les bœufs, ça ne tiendra pas parce qu'il n'y aura pas les fondations pour soutenir un poids qui est trop lourd. Et je pense que cette logique de progressivité, c'est également quelque chose de très important. Il y a une pub des années 80 qui disait petit à petit, je deviens moins petit. Je pense qu'aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est une société qui, je crois, fait 400 millions de chiffre d'affaires. Il y a plus de 1000 salariés. Qui a racheté d'autres sociétés. On ne parle plus du Bon Coin, on parle du groupe Le Bon Coin, qui fait partie d'un groupe qui, l'actionnaire du Bon Coin à l'origine, qui avait ce site en Suède, c'était un groupe média scandinave qui publiait des quotidiens régionaux en Norvège et en Suède. Grâce au succès du Bon Coin, il a lancé des petits frères ailleurs dans le monde et c'est devenu le premier acteur de la petite annonce en ligne au niveau mondial. Ils ont racheté les activités petites annonces d'eBay, qui étaient la référence avant qu'on se lance. Mais ça part de quelque chose qui était beaucoup plus petit. Et je pense que cette logique de progression est très importante. Il y a une image que j'utilise souvent pour expliquer cette progression. C'est que souvent, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on voit le résultat fini de grands succès. On voit Google, on voit Facebook, etc. Sauf que on ne sait pas qu'il s'est passé 10, 15 ans avant que quelque chose de cette ampleur ne se passe. Airbnb, le fondateur d'Airbnb, pendant 10 ans, il ne s'est rien passé sur sa plateforme et tout d'un coup, ça a explosé. Les centres Leclerc, c'est les plus grands hypermarchés, c'est le plus grand réseau en France, ça a commencé, c'était une épicerie à Landerneau, une ville de 15 000 habitants à une demi-heure de Brest en Bretagne. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis l'épicerie a grossi, il y a eu un premier supermarché qui a été ouvert à côté de l'épicerie, et puis ça a fonctionné, et ça a foisonné. Et aujourd'hui, il y en a partout. Mais c'est une histoire qui a commencé il y a 50, 60 ans. On voit le résultat final, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un point de départ, et que par nature, dans n'importe quelle société, au début, le point de départ, il est tout petit. Au début, il y a une personne, puis deux. Au début, il y a un utilisateur. Le premier utilisateur est absolument magique, puisque c'est celui qui vous fait croire que vous n'êtes pas trop planté. Et puis, les choses évoluent petit à petit. Et en évoluant, on s'aperçoit qu'on arrive à d'autres niveaux. La croissance d'une société rend accessible des marchés qu'on pensait inaccessibles et fait évoluer le modèle petit à petit. Aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est le premier acteur pour vendre et acheter des maisons. C'est le premier site immobilier de France. C'est le premier site pour vendre et acheter des voitures d'occasion. C'est un des premiers sites pour trouver un emploi. C'est bien évidemment le premier site pour vendre et acheter tout type de produits d'occasion, que ce soit des vêtements, que ce soit des meubles, que ce soit des jeux vidéo. Mais c'est également un moyen de paiement, c'est-à-dire qu'avant, acheteurs et vendeurs se rencontraient pour conclure une transaction. Aujourd'hui, le paiement peut se faire en ligne. C'est des solutions logistiques pour que le vendeur puisse envoyer le produit à l'acheteur, même s'il n'a pas rencontré l'acheteur. Et donc, c'est un univers qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus riche que ce qu'était Le Bon Coin quand on l'a lancé au tout début, qui était une plateforme de mise en relation.
Et donc cette logique d'évolution est également quelque chose qui me semble extrêmement importante, d'avoir en tête quand vous êtes au début d'une aventure. On a tous tendance à voir le résultat fini, mais en fait, le plus important, c'est le chemin qu'on va parcourir et les différentes étapes qui vont nous permettre d'arriver à ce résultat fini. La grande leçon aussi, c'est qu'il y a un grand décalage entre ce que l'on avait en tête quand on a lancé le projet et puis là où on va amener le projet au bout de 5, 10, 15, 20 ans. Parce que le temps va nous montrer qu'il va falloir qu'on adapte notre produit à l'évolution du marché, aux réels besoins des utilisateurs qu'on n'avait pas forcément identifiés au début. Et tout ce travail-là est quelque chose qui fait que par rapport à une idée de base, eh ben souvent on va diverger un petit peu pour le bien, parce que la leçon, c'est que nos utilisateurs ont toujours raison et que c'est certainement eux qui connaissent mieux le produit parce qu'ils sont dedans tous les jours, alors que nous, on y pense peut-être beaucoup, mais on n'est pas forcément des utilisateurs actifs de nos produits. Donc c'est également quelque chose à garder en tête quand on se lance dans un projet. Dernier point qui me semble important, si vous êtes en train de réfléchir à lancer un projet, c'est s'y dédier intégralement. C'est-à-dire que c'est un investissement qui est très grand. Tous les succès, le principal élément de succès derrière n'importe quel projet, c'est la sueur, les efforts et l'investissement que l'on va y mettre. Il n'y a pas de secret. La technologie permet de démultiplier les résultats liés à l'effort qui est fait initialement. Mais tous les entrepreneurs vous en parleront. Je lisais la semaine dernière un entrepreneur qui disait je me suis lancé en tant qu'entrepreneur parce que je n'avais pas envie d'avoir un travail de 9h à 18h. Et ben maintenant, j'ai un travail 24/24, 7 jours sur 7. Et effectivement, il y a ce rêve de l'indépendance et de dire je suis maître de mon temps, je suis maître de mon rythme. Et c'est vrai en partie, mais finalement, être responsable d'un projet, ben, c'est presque comme être responsable d'un enfant. C'est un boulot qui ne s'arrête jamais, c'est nuit et jour. Il faut savoir se préserver des plages pour ne pas exploser. Mais le secret derrière toute réussite, c'est des équipes qui se sont énormément investies et qui ont beaucoup travaillé et qui ont fait que le projet a pu grandir jusqu'à atteindre une dynamique propre qui fait qu'il y a un effet d'entraînement. Et petit à petit, également avec le fait qu'on est de plus en plus à travailler sur le projet, on arrive sur des rythmes qui sont un peu plus acceptables. Mais les débuts d'un projet, c'est toujours un investissement intense de la part des fondateurs et des premières personnes qui rejoignent le projet. Voilà les grands messages que je voulais partager avec vous. J'espère que ça ouvre des portes. Je crois que l'idée, c'est également d'avoir une partie questions-réponses. Donc, je vais redonner la parole au modérateur pour voir s'il y a déjà des questions et s'il y a des points particuliers sur lesquels des personnes ont besoin d'un éclairage. Alors, je te laisse d'abord vous remercier pour votre prise de parole et je vais revenir un peu chronologiquement sur les points que vous avez abordés. Tout d'abord, vous disiez que la plateforme Le Bon Coin a été lancée au départ, elle a été gratuite pour les utilisateurs. Est-ce que vous n'avez pas vu un risque financier et économique pour vous-même? On voit tout de suite au début que c'est assez difficile de se rémunérer. Est-ce que vous n'avez pas vu un risque là-dessus? Ouais, c'était un peu un saut dans le vide. Effectivement, de la part des actionnaires, c'était un peu signer une lettre en blanc. On va lancer un site, on va investir pour le faire grandir, mais on ne sait pas comment on va gagner de l'argent. Ce qu'on se disait, c'est qu'un site de petites annonces, on peut faire payer le service qu'à partir du moment où les gens sont persuadés que le service est efficace. C'est-à-dire qu'ils vont vendre des produits grâce à notre service.
Et donc, l'idée initiale, c'était de se dire, on se lance en gratuit, et puis dès qu'on a atteint une notoriété suffisante, une audience suffisante, et qu'il y a eu assez de transactions qui sont produites sur le site, on va pouvoir proposer des frais d'insertion. C'était ça l'idée de base. Donc, on acceptait de ne pas gagner de l'argent pendant un certain temps pour pouvoir construire notre image de marque, pour avoir des utilisateurs persuadés de l'efficacité de notre service, et ensuite pouvoir basculer au payant. On ne l'a jamais fait parce qu'on s'est aperçu que la croissance du site a ouvert de nouvelles possibilités. Donc, premièrement, on s'adressait avant tout aux particuliers quand on s'est lancé et on a vu qu'il y avait beaucoup de professionnels, des agents immobiliers, des concessionnaires automobiles, qui utilisaient nos services également pour faire de la publicité pour les biens qu'ils avaient à vendre. Et ils avaient des besoins très différents des particuliers. Quand on est particulier, on vend sa maison une fois tous les 15 ans, sa voiture une fois tous les 5 ans dans le meilleur des cas. Un professionnel, un concessionnaire auto, il a en permanence une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de voitures à vendre. Et il nous disait, on aime bien votre site, ça marche, je vends. Le problème, c'est qu'il faut tout faire manuellement, il faut que je rentre mes annonces une à une. Est-ce que vous n'auriez pas des services pour automatiser la diffusion de mes annonces sur vos sites ? Et donc, on s'est dit, on a peut-être un modèle économique là, avec les agents immobiliers et les concessionnaires automobiles. On va les aider à vendre plus rapidement les produits qu'ils ont en portefeuille. Et on va construire des outils spécifiques pour eux. Et ce sont ces outils qu'on va leur faire payer. Donc aujourd'hui, une des sources de revenus du Bon Coin, c'est les abonnements que paient les agents immobiliers, les concessionnaires automobiles et les recruteurs pour pouvoir diffuser de manière simple leurs annonces sur le Bon Coin. Ce n'est pas le fait de vendre, ce n'est pas le contact que l'on commercialise, c'est des outils qui vont leur simplifier la vie et leur faire gagner du temps. Et ça a été la demande du marché. Et on a juste répondu à cette demande. Donc, ça nous a permis de garder notre modèle gratuit et de proposer des services supplémentaires à valeur ajoutée. Et c'est cette valeur ajoutée qu'on a fait payer. De la même manière, on a développé des services, des options payantes qui permettaient de mettre son produit plus en avant et donc de vendre plus rapidement, qu'on a proposé aux particuliers. Donc, c'est des options qui coûtent quelques euros pour se donner plus de chances de vendre. Et là aussi, c'est dire, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez déposer votre annonce gratuite et vous savez que ça marche. Mais si vous voulez que ça marche encore mieux, on a des options payantes et vous pouvez les utiliser. Donc là aussi, c'est la valeur ajoutée que l'on a monétisée. Et puis la troisième source de revenus qu'on a identifiée du fait du succès du site, comme on a fini par avoir beaucoup d'utilisateurs, ça nous a donné une forte audience. Et l'audience, c'est ce qu'on vend aux annonceurs publicitaires. Mais quand on a une petite audience, c'est difficile de parler à des annonceurs en leur disant j'ai quelques centaines de personnes, ça n'intéresse pas grand monde. En revanche, quand un dimanche, il y a 20 millions de personnes, un Français sur 3 qui passe sur le site, forcément, les gros annonceurs, les grandes marques de grande consommation sont intéressés pour avoir des dispositifs publicitaires et mettre leur marque en avant sur le site. Donc ça, c'est également une ligne de revenus qu'on a découvert en cours de route. On n'avait pas vraiment identifié. Et le fait de proposer des options payantes pour les particuliers, c'est optionnel, c'est vous qui choisissez, des services à la valeur ajoutée pour les professionnels et de la publicité pour les annonceurs, ça nous a permis de garder un modèle qui est toujours gratuit de déposer une annonce sur le Bon Coin. Et tout ce que l'on fait payer, c'est de la valeur ajoutée. Et c'est ça qui a créé le succès économique du site. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui fait près de 400 millions de chiffre d'affaires annuel, mais avec une chose qui n'a pas changé depuis le départ. Déposer une annonce, c'est gratuit. Alors, je vous remercie pour cette réponse. Vous disiez justement, vous parliez des annonces qu'on pourrait appeler de booster lorsque les professionnels en déposent. Je pense que la plupart des professionnels boostent leurs annonces. Et est-ce que vous pensez que justement le site et l'ADN de Le Bon Coin, l'ADN principal qu'il y a eu à la création, est-ce que ça n'a pas été justement pollué par ces professionnels et que les particuliers s'en retrouvent entachés? Il faudrait poser la question aux utilisateurs. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, quand une personne vient sur Le Bon Coin pour chercher une voiture
pour chercher une maison, l'objectif, c'est de trouver la voiture ou la maison. C'est les deux catégories sur lesquelles il y a plus de professionnels. Euh, les retours d'expérience qu'on a eus de la part des utilisateurs, ils nous disent bah, si la maison de mes rêves elle est vendue en direct par le propriétaire ou par l'intermédiaire d'une agence, ça ne change pas grand-chose pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que grâce à vous, j'ai trouvé la maison de mes rêves. Même chose sur une voiture. Si la voiture que je cherche au bon prix et avec le bon kilométrage, elle est vendue par un professionnel, ça me va très bien. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ne veulent faire affaire que avec des particuliers. Il y a des personnes qui sont rassurées par tous les services que vont apporter les professionnels, c'est-à-dire une révision garantie, des assurances. Si j'ai un problème, je peux me retourner contre le professionnel, alors que dans une vente entre particuliers, je n'ai pas les mêmes délais de rétractation, etc. etc. C'est-à-dire que c'est deux modes de transaction qui sont un peu différents. Mais les retours des utilisateurs, ça a toujours été, moi ce qui m'intéresse, c'est le produit fini. C'est pas tellement si je l'achète au propriétaire ou si je passe par l'intermédiaire d'un concessionnaire ou d'un agent immobilier. Oui, vous avez raison. Le but, c'est bien d'acheter ou de vendre. Je vais passer maintenant sur un autre point que vous aviez évoqué tout à l'heure. Vous parliez de l'économie circulaire. Pensez-vous que Le Bon Coin est un précurseur de l'économie circulaire? Ou du moins que ça a engendré des nouveaux engrenages dans ce mécanisme? Je pense que le Bon Coin a permis de démocratiser tout ça. L'économie circulaire, le Bon Coin est loin de l'avoir inventé. Hein. Avant le Bon Coin, il y avait des vides-greniers partout en France. La braderie de Lille, je crois que c'est un événement qui a près de 1000 ans et qui réunit des centaines de milliers de personnes le premier week-end d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, à Lille. Donc cette logique de vendre des produits dont je n'ai plus l'usage, elle est aussi vieille que nos sociétés. Mais si on parle de révolution Internet et si on parle de révolution technologique, c'est que le passage à l'échelle est incroyable avec la technologie. C'est-à-dire que la braderie de Lille, il y a des centaines de milliers de produits qui sont proposés. Mais comme c'est une rencontre physique, chacun apporte ses produits de manière physique, dans le coffre de sa voiture, dans une camionnette, dans un sac, etc., etc., ce qui limite la possibilité. Sur le Bon Coin, je crois qu'aujourd'hui, il y a 40 millions de produits. Il pourrait y en avoir 400 millions, il pourrait y en avoir 4 milliards, ça serait la même chose. C'est-à-dire que la technologie permet de démultiplier les usages, de les démocratiser énormément et donc de les accélérer. Le Bon Coin n'a pas inventé l'économie circulaire, hein, en fait, c'est une réinvention de quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Mais la technologie a permis son passage à l'échelle et de la rendre accessible à n'importe qui. C'est-à-dire que je peux vendre à n'importe quel moment, n'importe quel produit. C'est un des trucs qui est intéressant sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, il y a, en termes de référence, on cite souvent Amazon. En fait, il faudrait citer le Bon Coin. Sur le Bon Coin, on trouve tout ce qui existe sur Terre, tout ce que l'homme a déjà produit. C'est-à-dire que sur le Bon Coin, il y a des silex préhistoriques à vendre. Il y a des meubles du XVe siècle et il y a la dernière version de l'iPhone qui vient à peine de sortir, qui est déjà disponible sur le Bon Coin. Donc il y a tout ce que l'homme a déjà produit. Et il y a même des produits qui n'existent pas sur Terre. Hein. Il y a des morceaux de météorites qui sont à vendre sur le Bon Coin. Donc ça montre l'ampleur des choses. Et tout ça se retrouve dans un même lieu. C'est ça que la technologie a permis de matérialiser. Et c'est en ça que le Bon Coin était un accélérateur de ce mode de consommation plus raisonné, plus durable et de cette économie circulaire. Parce que grâce à la technologie, on réunissait tout le monde au même endroit et on permettait à cette économie circulaire justement de tourner. Alors justement, je vais faire un petit point sur les produits qui sont à vendre sur le Bon Coin. Si vous deviez comparer en un mot les premiers produits qui ont été mis en vente sur le Bon Coin au lancement de la plateforme et les produits qui sont actuellement, vous parliez de morceaux de météorites, c'est quelque chose de formidable. Voilà, si vous deviez qualifier en un mot cette évolution dans les produits échangés.
Spontanément, quand on a lancé le Bon Coin, les personnes ont commencé par déposer des annonces pour des produits d'occasion, des produits de consommation courante, hein, ce qu'ils avaient autour d'eux, donc des livres, des meubles, des vêtements. Euh, et, et le Bon Coin, c'est avant tout identifié comme l'endroit pour vendre et acheter des produits d'occasion, des produits de la vie quotidienne. Et puis ils se sont aperçus que ça marchait. Et comme c'était gratuit, ils se sont dit, ben, si je vendais ma voiture, ils ont commencé à déposer des annonces pour des voitures d'occasion. Donc petit à petit, en plus de notre catégorie de produits d'occasion, eh ben, il y a une catégorie qui a grossi, c'est la catégorie voiture, jusqu'à ce que le Bon Coin devienne le premier site automobile de France. Et puis ils se sont dit, bah, si je peux vendre ma voiture, pourquoi je ne pourrais pas vendre ma maison? Et donc l'immobilier s'est développé. Et puis on a ouvert une catégorie service en se disant, bah, peut-être que les gens ont également envie de déposer des annonces pour autre chose que des produits physiques. Et bah, ça a donné des idées aux gens qui se sont dit, bah, au fait, moi je suis restaurateur, je recherche un cuisinier pour mon restaurant. Bah, je vais déposer une annonce. Et donc les offres d'emploi sont développées également comme ça. Donc quand on regarde l'évolution, on est parti d'un site qui était principalement un site de produits d'occasion à aujourd'hui un site qui est beaucoup plus généraliste où on trouve des offres d'emploi, des annonces immobilières, des voitures d'occasion et puis bien évidemment des meubles, des vêtements, des livres, des ustensiles de cuisine qui étaient la typologie d'annonces qui était déposée au début. Vous disiez à très juste titre qu'on trouve de tout sur le Bon Coin. Et justement, est-ce qu'on peut trouver des personnes qui se rendent sur le site Le Bon Coin sans but précis et qui finissent par acheter quelque chose, un peu comme on se balade sur un vide-grenier, puis on trouve quelque chose qui nous plaît et on l'achète. Et je pense qu'il y a des personnes comme ça, vous me le confirmerez. Et quel pourcentage ça représente parmi les acheteurs? Alors, la manière dont on a pensé l'usage du site est calquée sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, je vais me balader et, euh, et je vais voir plein d'objets que je ne pensais pas trouver. Le Bon Coin, c'est un peu comme le jeu du dictionnaire. Hein, je cherche un mot dans le dictionnaire et puis, bah, comme je mets du temps un peu à le trouver, je vais regarder le mot en dessous, au-dessus, et puis je vais voir qu'il y a des synonymes, et puis je vais partir chercher d'autres mots, etc., etc. Je me perds, et finalement, je vais passer beaucoup plus de temps que ce que je pensais initialement, où je voulais avoir la définition d'un mot précis. Ou sur un vide-grenier, j'y vais parce que je cherche un objet précis. En général, je ne trouve pas l'objet que j'étais venu chercher, parce que sur un vide-grenier, il y a une offre qui est relativement limitée. Mais je vais trouver plein d'autres trucs. Et je vais repartir avec des objets auxquels je ne pensais pas quand je me suis rendu au vide-grenier, mais en fait qui m'ont fait plaisir sur le coup et que j'ai fini par acheter. Et la logique du Bon Coin, c'est de construire le site autour de cette logique de lèche-vitrine. Quand je clique sur ma région, la première chose que je vois, c'est une page de résultats avec plein de types de produits. Des maisons, des voitures, des livres, des meubles, des vêtements, etc. etc. Et je ne pensais pas trouver ça. Je suis venu pour acheter une BD, mais je tombe sur un service en cristal qui est le rêve de ma mère et ça va être son cadeau d'anniversaire. Je ne pensais pas le trouver, mais l'ergonomie du site, le fait d'avoir tous les produits qui sont disponibles autour de moi, ça crée ce côté lèche-vitrine, vide-grenier que vous décrivez. Je pense que c'est une grosse partie des usages du site. Comme ça fait plus de 5 ans que j'ai quitté la boîte, je ne pourrais pas vous dire quelle est la proportion exacte d'utilisateurs, mais ça a toujours fait partie des choses. Et quand on pose la question aux utilisateurs ou quand vous parlez du Bon Coin entre vous, il y a toujours quelqu'un qui dit moi j'y vais juste par curiosité, puis je regarde ce que les gens ont à vendre. Il y a des trucs incroyables et ça devient un loisir. Il y a des gens qui vont sur le Bon Coin pas pour acheter quelque chose, mais pour découvrir des objets insolites ou pour voir la diversité de ce que les gens ont dans leur garage et dans leur grenier. Oui, c'est bien vrai, oui. Ça m'arrive également aussi. Pour terminer, il nous reste très peu de temps. Vous parliez avant de conseils que vous donneriez à des entrepreneurs et vous disiez de s'investir pleinement. Mais en dehors de l'investissement, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un entrepreneur de 20 ans qui souhaite lancer
telle ou telle société et qui doit en même temps suivre une formation académique? Faut le faire. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et finalement, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est une mise en pratique de beaucoup de choses qu'on apprend à l'école, à la fac, dans une école. Enfin, ouais, c'est une mise en pratique. On passe de la théorie à la pratique. Et il y a une grande différence. La pratique, ça marche jamais comme c'est écrit dans les livres. Et pour le savoir, ben, il faut le faire. De la même manière, j'ai tout lu sur le kitesurf. Je suis nul, je ne suis pas assez entraîné. Donc, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, la meilleure manière d'en faire un succès, c'est de le faire. Si vous n'y allez pas, il ne se passera rien. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui le fera pour vous, mais bah, ça ne sera pas votre projet. Donc, je pense que c'est un investissement qui est excitant. En revanche, effectivement, bah, c'est un investissement. C'est beaucoup de temps. C'est du temps que vous prenez a priori sur vos loisirs, sur vos relations personnelles, sur vos études, etc., etc. Donc, c'est comment vous gérez cet arbitrage et comment vous faites pour que ça soit compatible avec une vie agréable. Hein. Le but, c'est pas de se lancer dans un projet qui devient un enfer. Le but, c'est de faire des choses qui vous animent, qui vous passionnent, qui vous motivent. Et ça doit être ça votre source d'énergie. Donc il y a des équilibres à trouver et chacun a des moyens de trouver des équilibres. Hein. Moi, par exemple, quand je m'occupais du Bon Coin, je n'avais pas de smartphone. J'avais un vieil Alcatel tout pourri. Pourquoi? Parce que bah, ça me permettait de déconnecter complètement. C'est-à-dire je ne pouvais pas synchroniser mes emails, on ne pouvait pas me joindre sur WhatsApp. Le seul moyen de me joindre, c'était de me passer un coup de fil. Et finalement, bah, c'est une barrière qui est assez forte. C'est-à-dire qu'en dehors des heures de bureau où on était tous ensemble, bah, quand j'étais chez moi, il fallait vraiment qu'il y ait une urgence pour que quelqu'un de l'équipe m'appelle. Alors qu'envoyer un WhatsApp, on le fait sans même réfléchir, ou mettre en copie d'un email, on le fait sans même réfléchir. Et donc, bah, moi, ça a été la manière de me protéger et d'avoir un équilibre entre une vie privée et une vie professionnelle qui, dans le cadre d'un projet qu'on lance de zéro, est forcément très prenant. Monsieur Isaac, bah, cette conférence touchée à sa fin. Je vous remercie pour vos réponses et le temps que vous avez accordé à cette conférence nommée Retour sur les origines du leader des sites de petites annonces dans l'Hexagone. Euh, je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée. Également, profitez bien des différents intervenants. Bonne fin de journée. Au revoir, je vous remercie.